Hyper bonsoir. Hyper bonsoir à toi. Hyper bonsoir à toi. Mais surtout hyper bonsoir à toi. Je sais que tu nous regardes. Ce soir, nous recevons un artiste aux 1000 visages, un véritable homme caméléon, un peu comme Jonathan Lambert, mais en plus connu. Nous recevons surtout un être au regard bizarre, un œil vert, un œil bleu. Assez peu de gens dans le showbiz ont des regards aussi hypnotiques, hein. Alors il y a bien sûr Horst Tapper, l'inspecteur d'Eric, capable de vous endormir d'un seul coup d'œil. Souvenons-nous également du regard de Dalida et de Jodassin, qui n'auraient certainement pas pu lire ce prompteur. Sans oublier celle qui vit aujourd'hui dans un pré et qui regarde tous les jours passer les trains. Je veux bien sûr parler de Loana. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir les yeux, mais aussi la voix, les bras, les jambes, bref, tout le corps de cet immense rockstar planétaire, Mr. David Bowie! Hello, friend. You want me here? Thank you. Oui, écoutez, voilà, en toute simplicité, je reçois mon nouvel ami David Bowie, qui est en concert les 24 et 25 septembre au Zénith, à Paris, après un concert surbooké le 1er juillet dernier à l'Olympia, et qui nous sort son nouvel album, Heaven, qui est, selon les critiques, le meilleur album depuis longtemps. Est-ce que vous prenez ça pour un compliment? Je ne sais pas. En tout cas, tout le monde dit que c'est le meilleur depuis Scary Monsters en 1980. C'est un peu ce qu'on disait déjà du précédent. Alors, est-ce que c'est un symptôme normal de la critique à votre égard? Moi, je suis absolument ravi que la critique ait si bien accueilli cet album. C'est quand même difficile de savoir à l'avance, finalement, ce que sera le succès d'un album. Il faut attendre que plusieurs années se passent pour pouvoir prendre un peu de recul. Alors, pour l'instant, bien sûr, j'aime bien interpréter ces chansons. Pour moi, c'est quelque chose d'agréable à faire sur scène. Ce sont d'excellentes chansons à chanter sur scène. C'est quelque chose de très agréable, quelque chose de formidable à interpréter. Alors, Heaven marque le retour de votre producteur, Tony Visconti, avec qui vous n'aviez pas travaillé depuis 22 ans, je crois. Est-ce que c'est un album que vous considérez comme nostalgique, peut-être, de votre début de carrière? Pas vraiment. Il y a une chose que nous ne voulions pas faire, c'était de justement faire intervenir un sentiment de nostalgie. J'ai beaucoup vu Tony au cours des 5 dernières années et je suis parfaitement conscient du fait que le public aime bien ce que nous avons fait dans les années 70, au début des années 80, mais je ne voulais pas diluer cette expérience ou même salir une réputation qui était encore impeccable. Donc il m'a fallu du temps pour arriver à faire cet album, revenir à cette collaboration. Ce que je voulais faire, c'est d'avoir des chansons très solidement structurées pour qu'il ne soit pas nécessaire de revenir en arrière. Il fallait avoir quelque chose de solide, quelque chose avec lequel nous puissions travailler aujourd'hui. Alors, cela dit, il y a des amis invités. Ces chairs sont super. Mais oui, super. On est très bien. Vous parliez des années 70, voilà, on y est en plein. Oui, voilà, c'est super. That's look, that's very pretty. Oui, Le look là de ce... Voilà. Nice, yeah. Voilà. I'm not sure it's going to. It's not going to work. Oui, ça tient. Fantastic. Miracle. Bien, alors donc il y a des amis invités sur ce disque. Je vais garder le coussin Je crois sur que vous moi. avez besoin de tendresse, c'est ça en ce moment. C'est sympa. Yeah. Je vais y arriver, donc c'est Dave Grohl du groupe Nirvana et des Foo Fighters, et puis surtout Pete Townsend sur un morceau. Alors je voulais savoir, est-ce que Pete Townsend dans le studio faisait des moulinets avec les bras comme quand il faisait les Who? On a travaillé avec Peter parce que le dernier album que j'ai fait avec Tony Visconti, c'était en 1980. Et Pete était à la
la guitare sur cet album, et c'était un peu le lien entre le passé et le présent, c'est-à-dire faire revenir Pete sur l'album. Alors malheureusement, il se trouvait en Angleterre pendant que moi j'étais à New York en train d'enregistrer l'album, donc il a fallu envoyer ce qu'on appelle des Pro Tours. Mais enfin, je suis sûr qu'il a fait des moulinets en fait. En tout cas, la première fois qu'il a enregistré à Londres, il a fait son numéro en 1980. Mais il a fait l'album en 80. On l'a fait justement pour qu'il fasse les moulinets. C'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui comme un auteur-compositeur qui aurait moins besoin de se cacher derrière son image, un petit peu plus la voix en avant dans les chansons également? Ça, c'est une chose qu'on remarque. Je veux dire que je ne voudrais pas simplement être l'interprète de chansons. Je ne voudrais pas d'ailleurs non plus coller à une seule étiquette musicale, dire que je ne fais que ceci ou cela. Bon. D'ailleurs, je voudrais bien interpréter d'autres rôles. Et avant de mourir, je voudrais faire quelque chose d'important pour le théâtre musical. Mais je ne sais pas si ça va se faire dans l'année à venir, ou peut-être un peu plus tard quand même. Enfin, je fais plus de personnages, ça c'est quelque chose que j'aime faire. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Publicité. Avec David Bowie, en toute simplicité. Heathen veut dire païen, hein. Je vous le dis parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Et sur le livret, on peut voir la tranche d'ouvrages d'Einstein, Freud et Nietzsche. Est-ce que c'est pour vous une façon de dire que c'est la psychanalyse, la science et la philosophie qui sont plus importantes que la religion pour vous? Non. Non, la raison pour laquelle j'ai utilisé ces trois auteurs, c'est qu'ils représentent en quelque sorte la triade des idées qui sont venues à bout de tous les absolus au début du XXe siècle. Il faut voir qu'à la fin, ou la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a eu une telle accumulation de connaissances scientifiques, de progrès scientifiques, tout cela a amené l'homme à penser qu'il finalement maîtrisait beaucoup plus sa vie et son environnement. Et puis, il y a eu un véritable cataclysme à l'époque où Nietzsche a suggéré que Dieu était mort, et à la même époque, un peu plus tard, Einstein a complètement bouleversé du tout au tout notre propre notion du temps et de l'espace, et puis Freud nous a bouleversé notre idée de comment nous fonctionnons à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'au début du XXe siècle, toutes nos idées reçues étaient balayées. Il nous fallait arriver à quelque chose de complètement nouveau, comprendre que nous étions là pour remplir un vide qui avait été laissé par Dieu. Et pour remplir ce vide, la seule chose que nous puissions faire, c'était de créer la bombe atomique. Là, c'était vraiment notre contribution, c'était la grosse pièce de créativité qui remplaçait Dieu. L'être humain a horreur du vide, en fait, hein, c'est ça. L'être humain a horreur du vide, il faut toujours qu'il mette quelque chose, donc même des bombes à la place. Il y a de cela, mais si vous voulez, c'était le point culminant de toute notre connaissance qui aboutissait à la création de quelque chose qui était entièrement destructif. Et cet acte, qui donc remonte aux années 50, nous a plongé dans le chaos, et je crois que nous n'en sommes jamais sortis. Je crois que nous avons perdu toute conception de vie spirituelle, nous avons perdu contact avec un sens, le sens de la vie. Et disons que nous ne sommes même pas certains qu'il y ait d'objectifs. Nous ne croyons même plus en l'immortalité, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Oui. Bravo. Je vous offre un coussin supplémentaire. Voilà, pour vous remercier.
Bah oui, vous avez gagné. Vous l'avez mérité. Vrai. Donc, ce qui est un peu paradoxal. Non, ça va. Vous pouvez partager ma philosophie. Non, mais c'est vrai que... Parce que vous l'intitulez Païen, je vais continuer de le cuisiner. Vous l'intitulez Païen, l'album, et en même temps, finalement, vous regrettez l'absence de Dieu, d'après ce que vous venez de nous dire. Vous n'êtes pas si athée que ça. Non, je ne dis pas que je regrette l'absence de Dieu. Tout ce que je dis, c'est que nos idées sur Dieu ont été bouleversées, transformées du tout au tout. J'ai mes propres problèmes par rapport à ma vie spirituelle. Il me semble qu'à mesure que je vieillis, je comprends que les choses n'évoluent pas. Je ne pense pas que nous progressions. J'ai l'impression que sur un plan elliptique, nous répétons les mêmes erreurs aujourd'hui qu'hier. Nous avons la même cupidité, la même violence. Nous avons le sentiment d'absence de toute compassion, le même sentiment d'absence de compassion qui prévalait il y a 5000 ans. Nous n'avons pas changé et nous ne progressons pas de ce point de vue-là. Donc, on va sortir samedi soir. Donc voilà, vous aurez compris, David Bowie est passé... Il est passé faut pas du prendre trop rock... au sérieux. Non, mais enfin, c'est vrai qu'il est le symbole du rock décadent est devenu maintenant un rocker hédoniste. Un rocker hédoniste apocalyptique, peut-être. Voilà. Non, vous n'avez peut-être pas de mascara, mais... Voilà. Bien, alors... Cadet Olivier, qui sont décadents également, ça c'est vrai. Oui. On réédite beaucoup de vos albums précédents, hein, notamment Ziggy Stardust. J'aimerais savoir ce qu'il représente pour vous aujourd'hui, cet Olibrius. Je ne peux pas tellement m'identifier à lui aujourd'hui. C'est un peu comme si nous étions chacun allés de notre côté. Ziggy a mené sa propre vie, moi j'ai mené la mienne. Et je suis tout à fait fier que Ziggy ait permis aux gens de se réadapter à leur société. Je suis bien content que Ziggy sorte un album cette année. J'espère qu'il marchera bien. Mais c'est pas ça n'a rien à voir avec moi. Poursuivons la succession de vos métamorphoses. Vous êtes une sorte de zélig, vous vous êtes souvent transformé. Alors ensuite, il y a eu Let's Dance, cette période avec le groupe Chic, propulsé au sommet des ventes mondiales et dont vous dites aujourd'hui, c'est mon plus mauvais album et il a cartonné. Ça a détraqué ma façon de travailler. Non, j'ai pas dit que c'était mon plus mauvais album. J'ai lu ça dans J'aime beaucoup Let's Dance. Par contre, l'album suivant... Disons les deux albums suivants, disons que je ne m'y suis pas suffisamment intéressé. J'avais en quelque sorte perdu mon orientation en tant qu'artiste. Et c'est dommage parce que certains des titres sur les deux albums suivants, donc après Let's Dance, étaient très bons en soi. Et j'aurais dû m'y attacher davantage. J'aurais dû me rendre plus souvent au studio. Est-ce que c'était dû... J'aurais dû. Est-ce que c'était dû au succès? Est-ce que le succès gigantesque de Let's Dance vous a finalement porté malchance? Non, je ne dirais pas ça. Le succès en soi a été une excellente chose et je ne l'oublierai jamais. C'était une expérience formidable de 2 ans. Mais au-delà de 84, je me suis senti coincé en quelque sorte par effectivement le succès grand public, et ça c'était quelque chose que je ne gérais pas très bien. Il me semble que j'ai en quelque sorte abandonné toutes ces ambitions. En 88, disons que j'avais pris ma décision d'essayer de me redécouvrir en tant qu'auteur, en tant qu'artiste. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire. C'est là que Tin Machine a été créé. Et pour moi, c'était une étape très importante. Un retour au groupe de rock. Ouais. Le bon vieux groupe de rock. Vous ne faites plus l'acteur. En 83, il y avait eu 2 films, Furio et puis Les Prédateurs, The Hunger en anglais. Et pourquoi vous ne faites plus l'acteur aujourd'hui? Il y a trop de travail, c'est trop dur. Vous trouvez que c'est plus facile d'enregistrer des disques?
Disons qu'il faut trop s'engager, il faut trop se mettre dedans. J'adore voir mon nom sur l'affiche des films. Alors, si on pouvait donner l'affiche avec le nom, ce serait parfait. Ça, c'est tout ce qu'il me faudrait. Mais le problème, c'est qu'il oui, voilà, on est obligé de faire semblant d'être un autre. C'est du travail. Et puis, il faut aller sur les... Disons qu'il faut organiser sa vie autour de ça, autour de ce métier. Et je ne prends pas ça suffisamment au sérieux pour le faire. Disons que je suis chanteur, je suis auteur, c'est ça mon métier. C'est votre job. Je ne suis pas acteur. C'est mon job, comme vous le dites. Eh bien, justement, je vais vous donner l'occasion de faire votre boulot avec le premier titre live de cette émission par David Bowie, Everyone Says Hi. Sur cet album. Alors, dans cette chanson, vous revenez sur la disparition de votre père. Est-ce que son souvenir continue de vous hanter? Disons que la chanson ne se réfère pas, disons, à la mort de mon père. J'ai composé ce titre dans un état un peu mélancolique. J'étais seul au studio, c'était très tôt le matin, et il y avait une brume, nous étions en hauteur sur une montagne, je voyais la brume sur les autres montagnes, et je pensais à mon père, au fait qu'il me manquait. Et j'ai réfléchi à cette époque où il a disparu, et je me suis dit que lorsque j'étais jeune, lorsqu'il a disparu, j'avais l'impression qu'il était simplement parti en vacances. Je n'arrivais pas à comprendre qu'il était parti pour de bon. Et il m'a fallu quand même du temps pour gérer, pour accepter, pour digérer ce fait. Et c'est quelque chose qui m'a pris du temps. Et lorsque d'autres amis ont disparu, il m'était toujours très difficile d'accepter la réalité, la finalité de la chose. Quand par exemple Mike Bolan est mort ou d'autres amis proches, je n'arrivais pas vraiment à l'intégrer. Et j'ai écrit cette chanson qui reflétait ce sentiment. Quelqu'un a disparu, quelqu'un est parti, mais au fond, ils sont simplement partis en vacances, ils vont revenir. David, dear David, on va parler un petit peu de vos affaires, parce que vous êtes un businessman aussi. Il paraîtrait même que chaque matin, votre messagerie d'ordinateur entame votre journée en vous disant « Vous avez des nouveaux messages et beaucoup de charisme ». Est-ce que c'est vrai? De nouveaux messages et beaucoup de charisme. Vous êtes le premier chanteur coté en bourse. C'est une chose assez logique finalement pour l'auteur de The Man Who Sold the World, l'homme qui a vendu le monde. Finalement, c'était cohérent. C'est ce que dit le titre, effectivement. The Man Who Sold the World, l'homme qui a vendu et qui s'est vendu peut-être. Disons que ce que je veux, c'est que ma famille puisse cueillir les fruits de mon travail. Ce n'est pas évident, mais c'est une façon de gérer sa carrière et de faire en sorte que ma famille puisse hériter de cela lorsque je serai plus là. En fait, non, je garde tout pour moi, mais je... Non, mais c'est vrai que... Cela dit, c'est intéressant parce que vous étiez un des premiers à vouloir résister à l'industrie du disque. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'artistes qui se révoltent, qui s'énervent beaucoup contre leur maison de disques, qui font des procès. Même Michael Jackson est en train de manifester dans les rues devant sa boîte. Disons que nous traversons une période de mutation extraordinaire. On va voir disparaître, en tout cas diminuer les maisons de disques. Je crois que même toute l'industrie du disque risque de se désintégrer d'ici quelques années. Et l'idée même de musique... Non, je plaisante pas. Hein. Non, mais ici, nous sommes une filiale de Universal. Donc, c'est très inquiétant ce que vous dites pour nous, vous comprenez? Oui, je comprends votre souci. J'en suis navré. Mais disons que... Comment dirais-je? C'est quelque chose... Disons que lorsque c'était les prêtres qui détenaient la vérité, il était pratiquement impossible de contourner cela. C'est-à-dire que le peuple ne pouvait pas remettre ça en cause. Et puis ensuite, Gutenberg a tout changé, puisqu'il a donné au monde entier l'accès aux mots, à la parole écrite, aux mots. Et la notion même du verbe a changé. Le verbe n'était plus le monopole de Dieu, le verbe appartenait à l'homme. Et des révolutions ont été quand soudain David Bowie est arrivé. On retrouve un petit peu le même genre de situation
situation avec Internet, c'est-à-dire que la musique est accessible à tous, à telle enseigne que la notion même de musique va évoluer. Ce sera un peu comme l'eau ou l'électricité, des services publics, quelque chose que nous jugeons tout à fait ordinaire, qu'on n'a même pas envie de payer. C'est sur le plan philosophique une mutation importante. Vous ne pensez pas que quand même Internet a pris un petit peu du plomb dans l'aile, puisque je crois que vous aviez mis en vente directement sur le net, 15 jours avant sa sortie, votre album précédent, Hours. Mais celui-là, vous l'avez mis aussi en ligne? Celui-ci, Heathen? Oui, oui. Mais alors, oui. l'idée, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait plus un jour cet objet? C'est pourtant un bel objet. Disons que moi, je suis les courants, je suis la marée, pour ainsi dire. Je suis le vent. Je n'essaie ni de changer le sens du vent, je préfère le suivre en toute tranquillité. Il me semble que les choses ne resteront jamais stables, ne resteront jamais constantes. Et j'ai toujours pensé que nos vies sont toutes chaotiques, donc rien ne m'étonne ici-bas. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, vous êtes très warholien. Vous avez d'ailleurs été un des rockers qui a introduit l'art dans le rock, dans la musique. Et finalement, Warhol disait lui-même qu'être bon en affaires, c'était la forme ultime d'art. Donc, c'est pas un peu... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. C'est-à-dire que j'en ai eu tellement marre d'être fauché tout le temps. Quand je vendais mes albums dans les années 70, je me suis dit, assez, j'en ai marre. Et je veux toucher ce qui m'est dû. Je me suis un peu endurci sur le plan matériel parce que j'ai perdu tant d'argent dans les années 70. Il a raison, il ne faut pas se laisser avoir. David Bowie, vous avez connu Berlin, Londres, Vevey, j'en passe, et puis maintenant New York. Alors, pourquoi être revenu à New York? Eh bien, j'ai rencontré ma femme aux États-Unis. Enfin, nous nous sommes rencontrés à Hollywood. Et tous les deux, nous détestions Hollywood. Pourquoi? Iman et moi-même, nous aimons beaucoup New York. Nous avons vécu des expériences très belles à New York. Et il y a quelque chose de cosmopolite, ça n'est pas comme l'Amérique profonde. Il y a vraiment une vie, une âme à New York, une culture assez phénoménale. Et surtout, vous avez un mélange extraordinaire de genres, de gens. Et c'est comme cela qu'on peut en même temps rester relativement anonyme, c'est-à-dire qu'on peut mener une véritable existence tranquillement. Et je crois que nous sommes devenus New-Yorkais par la force des choses. Et ça fait une douzaine d'années maintenant, ça fait un bout de temps maintenant. Alors je crois que vous habitez à Soho et vous avez déclaré dans une de vos nombreuses interviews... Pas loin, oui. Vous avez déclaré qu'on vous laissait tranquille et qu'on vous permettait d'aller acheter une bonne baguette. Donc il y a une bonne boulangerie à New York, c'est bon à savoir. C'est très important. Il y a beaucoup de boulangeries françaises, justement. Voilà. Mais alors, cela dit... bonsoir, Jonathan. Bonsoir, comment ça va? J'étais là, alors, David Bowie, Jonathan Lambert... Donc, évidemment, après la catastrophe du 11 septembre, vivre à New York et en plus downtown, ça doit avoir changé. Est-ce que la vie a complètement changé ou bien est-ce que finalement elle a continué comme avant? Non, dans une certaine mesure, la vie a changé, bien sûr. Mais c'est une question quand même difficile à poser à quelqu'un comme moi. Parler de New York, on a tellement dit de choses sur New York. Moi, je ne pourrais probablement rien dire de nouveau, rien dire d'original ou même d'utile à l'appréciation des choses. Je crois que moi, je suis loin derrière tout ça. New York, c'est là où j'habite, c'est chez moi. Et j'hésite beaucoup à parler beaucoup plus de cela. Bien entendu, c'était une situation très traumatisante. Ouais. Alors, j'aime bien alterner les questions intelligentes et les questions débiles, donc maintenant j'y vais, hein, tant pis, je me lance. David Bowie, votre vrai nom, c'est David Jones. Alors, je voulais savoir... David Robert Jones. David Robert Jones, tout à fait. Et mes initiales, c'était DR, ça fait docteur, comme Dr. Jones. Alors, je voulais savoir si vous aviez changé de nom pour vous éloigner plutôt de Tom Jones, de Grace Jones ou de Ricky Lee Jones. David Jones. Non, David Jones. En fait, il n'y avait pas de Grace Jones à mon époque. Bon. She was
C'était, je crois que c'est dans les années 80 qu'elle est apparue, celle-là. En 1967, quelque chose comme ça. Et il y avait le groupe des Monkees, et ce qui était la concurrence télévisuelle aux Beatles, et David Lee Jones était évidemment un trop grand nom, donc il fallait que je change de nom. Que retenez-vous de vos multiples expériences avec la drogue? En tant que père de famille, aujourd'hui, vous devez être un modèle. Donc, quand vous dites dans le Nouvel Observateur récemment, quand j'étais réellement une star, j'étais trop défoncé pour réaliser que j'étais célèbre. Est-ce que vous trouvez que vous êtes un exemple pour la jeunesse? Tout à fait. Oui. Un bel exemple. Un bel exemple de reconversion. Vous êtes extrêmement Exemple sain parfait. maintenant. Vous n'avez même pas voulu qu'on vous serve autre chose que de l'eau. Vous êtes extrêmement... No, I don't. No, I don't drink. I Non, don't. je ne bois pas d'alcool, Any drugs? Coffee. I do. pas de drogue, un peu de café peut-être. Bad. Du sport? Yeah, a little. Un petit peu. Box. Je fais de la boxe. Il faut faire attention. Cherchez-vous toujours à comprendre la country music? Parce que j'avais entendu dire que vous étiez fasciné par la country music, ou bien alors peut-être, une fois de plus, c'est une métamorphose et j'espère que vous êtes devenu raisonnable. It's the only music I dislike in C'est Texas. la seule musique que je déteste du fond du cœur. Mesdames et messieurs, j'accueille maintenant Anne Scott. Voilà. Anne, David. Hello. How are you? Alors, la raison pour laquelle j'ai invité Anne, c'est parce qu'elle publie Poussière d'ange chez Librio, qui est un recueil de textes consacré à ses idoles et ses amis qui nous ont quittés, notamment à cause d'abus de produits illicites, mais pas seulement, peut-être d'abus de rock'n'roll aussi. Et c'est un livre magnifiquement écrit, peut-être votre meilleur livre, je crois. Et la question est simple, c'est pourquoi décide-t-on d'écrire un livre sur finalement ce qui pourrait être une ravissante morgue? Je crois qu'on fait ça par fidélité, parce qu'il y a quand on a 16-18 ans, on est entouré de gens, on ne sait pas encore ce qu'on va faire de nos vies chacun, et puis en cours de route, il y a un tas de gens qui disparaissent. Et le jour où on a les moyens de parler d'eux et de rappeler qui ils étaient, on a envie de leur rendre hommage. Donc c'était des gens qui étaient écrivains, guitaristes, des gens qui faisaient des choses artistiques et qui sont tous morts. Il y en a que j'ai pas connus, qui sont les plus connus là-dedans. Ouais. Mais c'est juste Johnny Thunders, Eddie Sedgwick sont Joey évoqués. Ramone, Oui, River Joey Ramone. Phoenix, Hervé Guibert, l'écrivain. Et puis, d'une manière plus anecdotique sûrement pour le public, mais pas pour moi, un chat avec lequel j'ai vécu des années, mon arrière-grand-mère qui m'a élevée. Et puis Sextoy. Et puis Delphine, oui. Ouais. Et donc, à ce propos, je voudrais vous offrir un disque qui est le dernier disque d'une de mes amies qui était DJ, qui est morte il n'y a pas longtemps. Il s'appelait Sextoy et qui était une fan. DJ de techno qui vous aurait plu. Okay. Voilà, c'est une fan absolue. Mais Anne aussi, vous êtes une fan. Vous êtes totalement groupie de David Bowie. Et vous écrivez sur des clones de David Bowie que vous aviez croisés à Londres. Je pense que vous vous souviendrez qu'au milieu des années 80, en Angleterre, il y a eu une espèce de revival glam rock où il y avait beaucoup de garçons qui vous découvraient à ce moment-là, qui étaient très jeunes et qui ressemblaient, on va dire, à la période Aladdin Sane, la même coupe de cheveux, les sourcils épilés. Et j'en ai connu un et qui est mort depuis, donc j'avais envie de raconter ce que c'était que d'être avec quelqu'un qui vous ressemblait, mais c'était très étrange. Est-ce que vous vous considérez comme un survivant? Est-ce que vous considérez que vous êtes passé au travers vous avez échappé peut-être à la mort qui vous aurait frôlé? No, it's a life. Pas vraiment, non, parce que la vie est faite de ces choses-là. I think, we build up Disons such importance. On accorde tellement d'importance à l'idée d'immortalité, comme je le disais tout à l'heure, que nos attentes sont complètement ébranlées lorsque quelqu'un disparaît. Il me semble que c'est probablement une chose assez occidentale.
because of our not wishing to Disons recognize que that. personne ne veut vraiment reconnaître Quite la so réalité de la easily mort as en maybe disant, it's recognized disons in que other dans d'autres cultures, on accepte la mort beaucoup mieux. La littérature ne vous a jamais tenté parce que vous avez été inspiré par Artaud, par Genet. Yeah, I know, but I just et beaucoup enjoy. d'écrivains français d'ailleurs. Simone de Beauvoir. C'est vrai, Simone de Beauvoir aussi, je l'aime beaucoup. Le texte I écrit. like writing small Non, articles. j'aime bien écrire des petits articles, Because I have des pièces courtes, no, parce que, I have no attention disons span. que j'arrive pas à me So concentrer I can write suffisamment longtemps. 5,000 Donc 5000 mots maximum. Voilà. Après, je peux plus. C'est comme les films, vous aimeriez qu'il y ait un livre avec juste votre nom et rien dedans. Absolutely. Oui, tout à fait. Là, ça m'irait parfaitement. Ah, the new Bowie. Ah, le nouveau Bowie, génial. Il n'y a rien dedans, mais bon. Merci beaucoup Anne Scott. Je rappelle Poussière d'Ange, c'est chez Librio et ça n'est pas cher, seulement 1,50 €. Voici le moment tant attendu des statistiques des Hyper Angels. Ah oui, non, alors, elles vont nous donner des chiffres sur vous. Alors, qui commence? Sabine. 3, c'est le nombre de semaines que vous avez eu besoin, simplement, de 3 semaines pour l'album Station to Station, qui a été fait en 1960. Something like that. Enda. 1978, c'est l'année pendant laquelle vous avez enregistré une nouvelle version de Pierre et le Loup de Prokofiev Yeah. pour faire plaisir à votre Yeah. fils. Yes, that's right. C'est vrai, Ouais, c'est ça, vrai, c'est ouais. exact. Et alors, Yeah. ça lui a plu à votre fils? He loves it now. Ah oui, absolument. Maintenant, en tout cas, ça lui plaît. Now he's 31. Mais il a 31 ans maintenant. D'accord, il a mis le temps. Sabine, un dernier 17. chiffre. 17. C'est le nombre de millions de dollars que vous avez négocié auprès de EMI en 1983. 17 Donc, millions. 17 millions de dollars. Ah oui, oui c'est presque autant que David Beckham. C'est I didn't know that. magnifique. c'est- I must go and look for Il it. faudrait que j'aille chercher ces sous là, si j'ai gagné tant que ça. Merci, mesdemoiselles. C'était les Hyper Angels, bah oui. Elles sont parfaites.